C'est bon. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce micro-séminaire pour initialiser une démarche donc autour d'une autre vision de la supply chain. Nous avons choisi à la SLOG de nous caler sur la supply chain pour changer le monde et vous verrez un petit peu plus ce que cela veut dire, ce que ça peut impliquer pour nous tous pour l'avenir. Ce micro-séminaire donc est en muet, vous ne pouvez pas poser de questions par oral, mais en revanche, vous pouvez les poser dans le chat et Valérie Macresse se chargera de nous repasser un petit peu les éléments et vos réactions. Alors, cette crise a été pour beaucoup un révélateur. C'est en fait que ce qui allait moins bien va plus mal, ce qui allait bien va beaucoup mieux. Si on prend deux exemples un peu à l'extrême, on voit des entreprises qui ne se portaient pas forcément très bien, qui aujourd'hui sont en grave difficulté. On voit des relations sociales qui ont pu être tendues et qui se sont parfaitement crispées au cœur de la crise. On voit en revanche un commerce Internet et un commerce digital qui allait bien et qui a littéralement explosé. Alors, j'ai avec moi, en fait, deux membres éminents du COMEX de la SLOG, donc Pierre-Martin Huel, qui est Supply Chain, VP Supply Chain de Michelin, et Stéphanie Roth, qui est directrice Supply Chain de LVMH, se présenteront ou ils compléteront par la suite. Pour ma part, je pense que donc la supply chain est apparue comme très stratégique pour les entreprises. Et en fait, ça oblige l'ensemble de la communauté et nous, les supply chain managers ou VP supply chain, à contribuer à changer nos entreprises pour qu'elles soient plus résilientes, plus collaboratives, plus en proximité, plus agiles et bien entendu plus durables. Alors, nous, pour la SLOG, on a pensé à lancer une démarche. Alors, avant de lancer toute démarche, je pense qu'il convient, si on peut passer les slides, parce que moi, je n'ai pas la main non plus. Voilà, il convient de savoir un petit peu mieux de quoi on parle. Je pense que c'est important parce qu'il y a en France en particulier, mais aussi dans pas mal de pays, une certaine confusion dans les termes. Alors, ce que l'on peut déjà risquer ici, c'est qu'une première contribution de la SLOG sera déjà de clarifier et faciliter la réflexion à travers les quelques panneaux que je vais vous présenter ici, qui seront accessibles et qui seront un petit peu une espèce de guide. On a construit ces slides avec des consultants, avec Argon, avec Wavestone et avec l'ensemble du COMEX de la SLOG qui s'est penché un petit peu sur ces définitions. Et je pense qu'en l'ayant essayé plusieurs fois, en quelques minutes, on fait le clair sur ce qui représente entre 60 et 90% des structures de coûts, de prix de revient de nos produits. Alors, ce qui est le volet visible, c'est ce qu'on voit à la droite de ce schéma, c'est la logistique. Tout le monde parle de logistique au sens des transports, au sens de l'entreposage, au sens même de la stratégie logistique. Mais c'est vrai que la partie visible de l'iceberg, il y a beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de supply chain. Quand on parle de supply chain, on parle de stratégie industrielle, on parle de stratégie d'approvisionnement, d'achat, de sourcing, de gestion de la demande. On parle bien entendu de production, on parle aussi d'expérience client, on parle de pilotage des stocks et des flux. Et donc, on ne peut pas parler supply chain quelque part sans parler stratégie industrielle, stratégie achat, sourcing, expérience du client. Alors, ce faisant, c'est un peu la partie physique. Si on peut passer le prochain, c'est le supply chain manager. Nous tous, supply chain managers, nous sommes confrontés en fait à 6 questions. Alors, dans ce schéma, on peut lire les questions de gauche à droite ou bien de haut en bas. Je veux dire par là que la première question qu'on a à se poser, c'est quelle offre de service je dois proposer à mes clients? Et dès lors, qu'est-ce que je peux prévoir de cette demande? Point 4. Deuxième temps de la manœuvre, où m'approvisionner pour répondre à cette demande? Où est-ce que je dois produire?
Et enfin, donc, quelles sont les capacités pour satisfaire cette demande? Et puis, pour finir, afin que les consommateurs aient accès à mes biens et mes services, comment j'organise mon réseau de distribution, de stockage, d'entreposage? Quel niveau de stock je dois avoir à chacun des points du réseau pour assurer le service et pour satisfaire l'ensemble de mes clients et accomplir la mission qui m'est fixée par l'entreprise. Point suivant. Ce faisant, le supply chain manager doit jouer sur 4 leviers de croissance. Et c'est une croissance durable que nous voulons. Donc, nous avons 4 points: le service, le cash, les coûts et la RSE. Alors ici, il n'y a pas de vérité absolue. Chaque entreprise trouve son point d'équilibre optimal relativement à son secteur, ses clients, ses marges, sa stratégie. Ainsi, on peut avoir une supply chain qui est fortement axée service et qui acceptera en fait d'arbitrer sur un certain nombre de coûts. On peut avoir d'autres entreprises où en fait l'arbitrage peut se faire aussi au niveau du cash. Est-ce que j'ai besoin d'avoir beaucoup de niveaux de stock, par exemple, pour assurer le service? Et bien entendu, il peut y avoir aussi un certain nombre d'arbitrages. L'arbitrage un peu le plus visible, c'est est-ce que je vais faire de l'aérien par rapport à du maritime, mais ce n'est pas forcément antinomique avec la partie sustainability, puisque si je fais de l'aérien, c'est pour avoir des flux rapides, c'est peut-être pour avoir des niveaux de stock faibles, et donc d'avoir moins de rebut in fine et d'avoir une supply chain moins consommatrice de rebut. Voilà, donc j'en ai fini pour dresser un petit peu ce tableau. Peut-être que Stéphanie ou Pierre-Martin voulaient ajouter un point plus spécifique, puisqu'on a des métiers ici et des entreprises très différentes qui ont choisi des arbitrages ou des points d'équilibre un peu différents. Merci, merci Yann. Peut-être faire 2 commentaires. Le premier, c'est, on parle ici d'un carré de performance. Chez Michelin, ce qu'on a décidé, c'est que finalement, le critère de sustainability n'était pas un critère comme les autres, un indicateur de performance comme les autres. Et en fait, on a mis au centre de ce triangle de performance que tout ce qu'on fait, on veut que ce soit sustainable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, tu l'évoquais, finalement, l'équilibre entre le service, coût et le cash dépend vraiment, je pense, du type de business qu'on opère. Hein. Hélas, on n'a pas les marges d'un LVMH, donc on est beaucoup plus axé sur les coûts et le cash. Mais même à l'intérieur de notre business, en fonction des clients ou des produits qu'on sert, on va chercher des équilibres différents et donc des modèles de supply chain différents. Quand on va servir des pneus très haut de gamme pour des voitures de sport, on va être prêt à dépenser plus, à avoir plus de stock pour avoir un service au top. Ou quand on va servir des mines avec des pneus miniers, là aussi l'interruption, la business continuity est essentielle, donc on va investir là-dessus. À l'inverse, dans des secteurs moins rémunérateurs, on va avoir des orientations beaucoup plus cost et cash, et donc des modèles supply chain qui correspondent. Donc, ce que je veux juste illustrer, c'est effectivement ces équilibres sont très différents entre entreprises, mais même à l'intérieur d'une même entreprise, on peut avoir des approches différentes. Donc, en complément, Yann et Pierre-Martin, on a évidemment cette représentation chez LVMH où on aime à présenter la supply chain comme un levier de performance durable. Et quand on dit un levier de performance durable, c'est durable au sens économique, environnemental et social. Et donc, je rejoins effectivement ton point et la notion que tout ça englobe. La durabilité englobe en fait la performance, c'est une performance durable qu'on veut. Et c'est vrai que ce soit dans le point économique, on va être sur service coût cash, la dimension environnementale et la dimension sociale. Là, on mesure effectivement tous les enjeux de la supply chain en tant que l'organisation qui doit aider à ces arbitrages et vraiment à cette prise de décision qui est nécessaire et qui est sous-jacente au pilotage du business, tout simplement.
Voilà. Alors, vous pourrez donc voir sur le site de la SLOG, je pense que cette présentation sera accessible et que c'est quelque chose c'est un support qui me semble particulièrement utile pour initier les réflexions, initier les discussions et les clarifications du propos avec l'ensemble des parties prenantes. Ça peut être une direction générale, bien que maintenant les directions générales soient extrêmement affûtées sur ces sujets, mais ça peut être d'autres acteurs, ça peut être des acteurs du domaine public, ça peut être un certain nombre d'autres interfaces, et ça permet véritablement de poser les choses, de poser le débat, la complexité de la fonction, mais aussi son rôle et son levier de développement durable en termes de services, de coûts, de cash et bien entendu de RSE. Alors, comme je le mentionnais, les supply chains sont devenus extrêmement reconnus. Là, on peut passer le suivant. On a décidé au sein de la SLOG de lancer une grande démarche qui va vous être expliquée maintenant autour des concepts qui ont fondé la supply chain depuis des années et comment est-ce que la crise nous a invités à revisiter un certain nombre de concepts. Et ce que nous voulons, c'est agir ensemble et co-construire une certaine vision. Alors, à la SLOG, nous sommes plutôt dans l'agir que dans l'incantation. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce vocable « agir ensemble pour construire ». Et c'est important qu'on soit aussi autour des éléments qui font ces supply chains, qui doivent être résilientes. Elles sont nativement collaboratives, elles doivent plus être en proximité. Je pense que, en ce qui nous concerne, nous par exemple, au groupe Rocher, la dominante RSE est une dominance aussi de proximité territoriale. On est extrêmement ancré en Bretagne, mais aussi on cherche à répliquer cet ancrage dans l'ensemble des points du monde où nous sommes présents et d'être plus agile et bien sûr, comme je le disais, plus durable. Alors voilà, donc c'est cette action et cette réflexion qu'on voudrait partager avec vous et lancer cette démarche. Voilà. Je vais laisser la parole d'abord à Pierre Martin. Merci Yann. Donc si on passe au slide suivant, je vais vous donner un peu le cadre de cette réflexion qu'on va lancer avec la SLOG. Et puis, je laisserai Stéphanie nous donner les différentes étapes qui vont nous aider à formaliser donc cette vision et cette action que nous appelons de nos voeux. Alors d'abord, pour donner le cadre, je pense que c'est important de prendre un peu de recul et se dire finalement la supply chain, qu'est-ce que c'est et comment elle a évolué depuis sa création. Donc on a trouvé intéressant de reprendre cette définition qui a 40 ans et qui est finalement, par rapport à ce qu'on voit de la supply chain aujourd'hui, quelque peu réductrice et d'une clarté discutable. Donc, on peut aussi comprendre pourquoi il a fallu 40 ans à nos enfants pour comprendre ce que nous faisions. L'idée, c'est à la fois d'adapter cette vision et cette définition aux enjeux du monde actuel et puis de passer de la vision à l'action, ce que disait Yann. Et pour ça, il nous semble, dans ce cadre, indispensable d'intégrer deux transformations majeures, mais il y en a d'autres. La première, c'est le digital. Et quand on voit les progrès du digital depuis 40 ans, forcément que ça change le métier. La supply chain est un monde de données. Quand on parle d'IA, quand on parle de big data, de machine learning, on a ici un potentiel incroyable qui se révèle dans nos métiers. Et puis le deuxième élément qui est fondamental, c'est la transformation RSE, dont on est, je dirais, non seulement partie prenante sur les aspects transport, hein, dont on parle beaucoup, et je dirais ce qui est la partie logistique de l'affaire. Ensuite, dans le rôle essentiel que nous avons dans nos entreprises pour influencer les décisions, ce que Yann mentionnait sur où on produit, sur quel équilibre on va rechercher dans ces triangles de performance, sur la manière dont on va embarquer nos partenaires, le versant social du RSE. On voit bien que cette transformation est essentielle dans la redéfinition de notre vision, mais aussi de nos actions. Pour compléter ce cadre, si on passe au slide suivant, on a proposé avec le conseil d'administration de la SLOG 5 convictions
qui nous semblent essentiels pour travailler cette vision de la supply chain, qui seront éventuellement amendés, ajustés dans les ateliers qui vont venir, mais qui nous semblent vraiment structurants. Le premier, c'est évidemment le client au cœur des opérations. Aujourd'hui, les supply chains qu'on opère par rapport à celles qu'on opérait il y a 40 ans sont en contact permanent avec le client. Donc, ça nous semble une conviction forte. Deuxième, c'est la résilience. Et bon, là-dessus, je ne vais pas vous faire de tableau, parce que les mois qui viennent de passer ont mis forcément le sujet en haut de la pile. Le troisième, c'est la collaboration. Là aussi, je pense que depuis 40 ans, les supply chains ont beaucoup évolué. On se rend compte que la supply chain monolithique opérée par une seule société n'est pas la solution, et qu'on va de plus en plus vers des écosystèmes qui permettent non seulement de customiser les offres vis-à-vis du client, mais de réduire notre impact environnemental. Les talents, parce que là aussi, comme on va vers quand même des métiers à la fois passionnants et complexes, il nous faut recruter les meilleurs. Et puis, le tout pour avoir un impact positif. Et là, on se rend bien compte, quand on reprend ce que nous a présenté Yann en début de séance, que la supply chain a un rôle essentiel, qui s'est réaffirmé, qui s'est confirmé dans la crise que nous venons de vivre, pour non seulement designer les supply chains, mais influencer sur la stratégie de l'entreprise pour le bénéfice des communautés qu'on sert. Donc, 5 convictions fortes qu'on vous propose avec le conseil d'administration de l'ASLOC comme cadre de nos réflexions. Et je vais donc maintenant laisser Stéphanie nous expliquer comment on va s'y prendre pour cet exercice facile. Merci Pierre-Martin. Donc l'idée, c'est évidemment de rentrer dans un exercice de co-construction avec toutes les bonnes volontés que vous êtes et toutes les personnes qui se sentent justement aujourd'hui en responsabilité et l'envie de contribuer plus que jamais évidemment au cœur de la stratégie de leurs entreprises pour une ambition forte par rapport à on écrit ça comme ça, changer le monde. Et le faire bien sûr au cœur, mais s'aider finalement les uns les autres, parce qu'on est une association de fait, l'ASLOG, donc s'aider les uns les autres à penser justement ces sujets-là, à penser cette vision-là, pour penser plus fort et plus haut, et pouvoir ensuite agir chacun au cœur de son entreprise. Donc cette démarche, c'est une démarche de co-construction qui part finalement de ce que nous sommes, de qui nous sommes aujourd'hui. J'ai envie de dire de qui nous sommes aussi au sortir, même si ce mot, je ne sais pas si on est au sortir de la crise, mais en tout cas, qui nous sommes après les derniers événements, de prendre en compte comme nourriture, j'ai envie de dire, les aspects les convictions que Pierre-Martin vous a présentées. Juste un mot. Alors, je vous raconte la vie de mon bureau. J'ai un store qui se déclenche automatiquement, donc tout va bien. Excusez-moi. Donc, qui nous sommes effectivement, et de se nourrir des convictions que Pierre-Martin vous a présentées, ces convictions qui doivent nous aider justement à penser plus loin, à penser l'après. Et donc, tout ça pour effectivement co-construire cette vision, la vision de la supply chain de demain. Et c'est une supply chain, encore une fois, qui doit contribuer à ce monde plus résilient, plus agile, plus durable, plus en proximité pour nous tous. Et ensuite, par la suite, l'idée, comme le disait Yann, c'est qu'on est plutôt dans l'action, donc l'action pour construire la vision, mais l'action ensuite pour la réaliser. Tout ça s'inscrit dans une démarche globale où évidemment, on aura envie de faire émerger quelles actions pour rendre cette vision réelle. Donc, si on va au slide suivant et qu'on rentre plus concrètement, on va dire, dans l'organisation de cette démarche de co-construction. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet. Nous prenons cette date, du coup, comme lancement de la démarche. La démarche, voilà, pour ceux qui souhaitent effectivement s'y inscrire et contribuer à cette démarche, va se dérouler en 3 temps, en 3 ateliers. Un premier atelier dans lequel on a défini 4 groupes qui vont travailler en parallèle sur le même brief. Et vous avez déjà les dates de ces 4 groupes qui sont affichés pour ce premier atelier. Donc, il y a pas mal d'inscriptions déjà, mais effectivement, n'hésitez pas à sauter sur la date qui vous va bien.
Par la suite, ces groupes justement qui auront travaillé en parallèle en premier atelier avec le même brief, encore une fois, l'idée c'est de les faire converger dans un atelier 2 dont la date est déjà fixée le 25 août. Et cet atelier 2, il y aura des éléments d'inspiration, je ne vous en dis pas plus, qui vous seront proposés pour ceux qui auront la chance d'y participer. Et dans la foulée, donc toujours les mêmes personnes, on s'inscrit vraiment dans une démarche en 3 étapes. L'idée, c'est de travailler effectivement sur un atelier 3 qui sera de fait à la rentrée et dont les dates vont être fixées justement à l'issue de l'atelier 1 avec les participants pour finaliser la démarche et pouvoir donner la matière qui va être celle qui va nous permettre d'élaborer cette vision et notamment de la partager ensuite dans une date en septembre. Donc, c'est cette matière-là, elle nous sert à élaborer la vision, mais encore une fois, dans la manière dont nous allons construire et travailler ensemble, l'idée, c'est de travailler à cette vision et évidemment de travailler loin en termes d'ambition, en termes de réflexion de comment est-ce qu'on peut y aller, parce que tout ça nous amène à un premier momentum en septembre, mais qui est clairement uniquement un jalon dans une démarche beaucoup plus globale qui démarre là et qui nous emmènera bien au-delà de septembre. Et ça, je laisserai Yann en parler plus avant. Merci. Alors, on revient juste à la vue d'ensemble. Donc, vous voyez que sur les étapes 1 et 2, on est en gros entre maintenant et la fin août. Alors, ça va vite, c'est clair. On va avoir donc des ateliers qui vont être d'un côté peut-être un peu divergents, où beaucoup de choses pourront être exprimées, échangées, frottées, puis un atelier de convergence où nous serons facilités ou assistés avec Martin Serralta, qui est de l'Institut des futurs possibles. À titre personnel, moi, je connais Martin qui a aidé le groupe Rocher à formaliser sa mission lorsque nous avons décidé de passer au statut d'entreprise à mission au sens de la loi Pacte. C'est vraiment quelqu'un qui a du métier, qui sait faire converger les points de vue, qui sait faire véritablement très noblement accoucher d'une vision. Et puis, on verra avec le comité exécutif comment la formaliser un petit peu pour cibler le 10 septembre. Alors, le 10 septembre, c'est ce qu'on appelle ça la prise de parole, mais l'idée, c'est que tous ces travaux aboutissent à une prise de parole de la part de la SLOG au nom de la communauté supply chain et que ce soit l'occasion un petit peu de communiquer de façon assez vaste comment est-ce que nous voyons un petit peu cet horizon, de consolider cette vision sur la fin 2020 et j'espère qu'on pourra tenir un congrès physique en 2021 pour partager, festoyer autour de cette vision. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes davantage dans le faire que dans la cantation. On ne prétend pas, à travers cette démarche, avoir des solutions toutes faites, hein, mais nous voulons les faire émerger. Et même si ça nous dépasse, c'est-à-dire que forte de 3 à 4 000 adhérents, forte des 300 entreprises qui nous ont rejoints et non des moindres, hein, on ne prétend pas avoir la vérité absolue, mais vouloir la faire émerger. Et même si la réflexion nous dépasse, qu'elle donne lieu à des décisions, à des recommandations qu'on veut pousser très loin et partager avec les pouvoirs publics, eh bien, on veut davantage aujourd'hui rentrer dans une démarche. Et je crois pouvoir dire ici qu'en fait, nous sommes vraiment animés par 5 moteurs. Ça va bien aux logisticiens et aux transporteurs. Premièrement, je crois que c'est le souci du bien commun pour notre pays, pour nos entreprises et pour les métiers que nous représentons. C'est essentiel qu'on puisse véritablement lancer cette démarche un petit peu dans ce premier esprit. La deuxième, c'est nos valeurs de transparence et de collaboration. C'est vraiment, au sein de la SLOG, un forum d'échange, un forum de partage d'expériences et aussi d'une volonté de produire du contenu partageable qui vont permettre d'aider l'ensemble des entreprises adhérentes
ou non. Troisièmement, une volonté d'agir. Quatrièmement, notre volonté de susciter le débat, éventuellement contradictoire, et ce sera vraiment l'occasion au sein des ateliers auxquels vous êtes invités à participer. Et le cinquième, c'est notre souci de la subsidiarité. C'est l'agir au plus fin niveau, et finalement, c'est ce qui va se passer parce qu'à la fin de l'année, les recommandations, les pistes, elles vont être déversées dans nos labs, dans le lab digital, dans le lab RH, dans le lab RSE, de façon à ce que tout ça puisse aussi pénétrer l'ensemble par capillarité de l'ensemble des supply chain managers qui nous ont déjà rejoints ou ceux qui voudraient d'ores et déjà nous rejoindre, et vous êtes cordialement invités. Voilà. Et donc cette démarche qui trouvera un peu son point culminant en 2021 dans un congrès avec un jalon important qui est cette date du 10 septembre. Réservez vos agendas. Ça ne durera pas forcément très longtemps, mais on veut que ce soit puissant, fédérateur, et que ça puisse aider l'ensemble des supply chains à changer vers ce futur souhaitable. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, si camarade. Tu parles d'or, Yann. Non, on a vraiment envie de pouvoir penser tout ça ensemble, parce qu'effectivement, on se dit que c'est le moment, on se dit que cette question, elle effleure tous les gens qui sont dans la supply aujourd'hui, et que à la travailler ensemble, en réalité, on est plutôt très optimiste, curieux et d'avance de voir le résultat, et on sait que ce sera quelque chose de très beau et du coup qui nous dépasse, et ça moi j'aime beaucoup cette idée-là. Alors, est-ce que nous avons des questions dans le chat? Alors, bonjour à tous. Oui, on a d'abord des félicitations, donc je vais remercier aussi les gens qui nous félicitent. Des demandes pour comment s'inscrire. Donc, j'ai donné la réponse, c'est sur le site de l'ASLOG, puisque Laetitia a déjà programmé l'inscription aux ateliers. Donc, on vient de me dire que c'était facile pour le faire, tant mieux. Et une autre question qui est, faut-il être membre de l'ASLOG pour participer aux ateliers? Et là, Yann, je te laisse répondre. Moi, je pense que je vais faire une réponse pas de gascon, mais plutôt de breton, en fait. En fait, c'est pas nécessaire, mais ça aide considérablement. Et j'ai une autre remarque qui est, ce serait important d'embarquer les pouvoirs publics dans la présentation finale. Je pense que, alors je ne sais pas si parmi les participants il y a des personnes des pouvoirs publics, parce que nous en avions invité, en tout cas nous avions signifié l'existence de cette démarche et du lancement. Ils avaient eu la primeur d'ailleurs des premiers slides que je vous ai présentés. Je pense que c'est effectivement important. Ça serait très bien qu'on puisse avoir des représentants des pouvoirs publics dans les ateliers, mais si ça n'est pas possible pour des raisons d'agenda, parce que la question est quand même très intéressante au plus haut niveau de l'État de toutes les façons. Donc, on aura la possibilité de faire des séances de rattrapage. Il y aura de toute façon le jalon du 10 septembre qui permet aussi de positionner un certain nombre de choses et de commencer à avoir des échanges. Alors, moi, j'attends les autres questions, les autres remarques derrière mon ordinateur. Alors, il y avait une question au début que j'ai pas voulu vous interrompre. Allons-nous continuer longtemps à utiliser l'oxymore croissance économique? C'est pour toi, ça, Stéphanie? Alors, de fait, très volontairement, et j'insiste, je parle de performance durable, qui n'est pas croissance durable. Performance durable. Je pense que c'est ce mot-là qu'on doit utiliser. Et performance durable, c'est une performance qui est à la fois économique, environnementale et sociale. Et là, on ne dit pas croissance durable.
Je sais pas si d'accord avec ouais, Stéphanie, moi je suis totalement en phase. Je pense que c'est effectivement cette performance sur l'ensemble de ce triangle avec la sustainability au centre qu'il faut rechercher. Ça ne veut pas dire qu'une croissance ne peut être durable. Et il peut y avoir des croissances qui sont durables. En revanche, la croissance à tout prix, c'est pas ce qu'on recherche. On veut une utilisation, notamment des ressources, qui soit vraiment durable. Si on cite un exemple dans le monde des vins et spiritueux, et je veux dire précisément du champagne, hein, concernant LVMH, concrètement, l'appellation Champagne, c'est une zone limitée. Hein, c'est effectivement des pieds de vigne aujourd'hui dans une zone géographique voilà, qui n'est pas extensible. Donc voilà, on a pas mal d'exemples comme ça qui peuvent illustrer et qui obligent justement à penser les choses d'une autre manière probablement. Alors, une réponse d'ordre technique, les ateliers vont se tenir en mode virtuel. Ça, c'est une question qui nous a été posée et les gens qui seront inscrits auront les liens de connexion. Il faudra simplement qu'on répartisse bien les groupes parce que je crois que de mémoire, c'est 15 participants, c'est ça? Audrey, tu es là? Oui, c'est 4 x 15. Voilà, c'est ça. Une autre remarque, je travaille aujourd'hui dans le conseil, anciennement supply chain manager. Est-ce que je peux participer aux ateliers? Et bienvenue. Alors, une autre Bienvenue, question. parce que je pense que l'expérience est bienvenue, l'expérience opérationnelle est bienvenue, l'expérience diversifiée des consultants est aussi bienvenue, la capacité à formaliser est bienvenue. C'est pour ça que au début, j'ai aussi salué nos amis de Wavestone et d'Argon qui nous ont aidés à structurer ces éléments. Je trouve que c'était extrêmement précieux parce que voilà, le contenu, il faut aussi savoir le mettre en forme, il faut aussi savoir trier les éléments qui sont plus pertinents que d'autres. Et encore une fois, comme on ne prétend pas avoir une vérité totale, c'est très intéressant d'avoir des profils divers et d'avoir aussi des expériences diverses, ce qui est souvent l'apanage des consultants, parce qu'ils voient beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Yann, en complément, on n'a pas encore cité la société Infusio qui accompagne cette démarche. Voilà. Et très clairement, voilà, Infusio nous dit, et ils ont raison, surtout la diversité au sein de ces groupes voilà, en co-construction, c'est clé. C'est clé. Les points de vue, les angles, les horizons, enfin, c'est ça qui va effectivement permettre d'aboutir à la vision la plus pertinente. Alors, il y avait une question sur ce sujet, merci d'y avoir répondu en avance. Une autre question sur la démarche au niveau européen. Eh bien, moi, je pense que si ça marche, et donc tous ceux qui vont s'inscrire et qui vont contribuer vont être finalement co-créateurs de cette démarche. Si ça fonctionne, ça va nous dépasser, ça va aller loin. Nous sommes en lien avec d'autres organisations européennes de supply chain manager, et bien entendu, ça sera l'opportunité en fait de dépasser un petit peu les frontières d'un exercice. Voilà, il faut le démarrer à une taille qui soit quand même gérable au début, et je prétends moi que si ça fonctionne, ça va nous dépasser et ça dépassera donc nativement les frontières. Je crois savoir qu'il y a des gens qui se connectent de très très loin pour nous écouter. Voilà, et pourquoi on s'arrête au-delà de l'Europe, hein. Exactement, parce que j'en connais qui sont du côté de Los Angeles qui doivent nous écouter. C'est une bonne introduction pour nos activités internationales. Yann disait, alors, je cite une question, Yann disait au début qu'il n'y avait pas de vérité absolue en matière de stratégie et de vision sur la supply chain, suivant les entreprises. Jusqu'où peut-on dégager une vision commune?
Je pense que ça, c'est une question qu'on s'est posée autour de l'atelier numéro 1, justement. C'est-à-dire d'être capable d'avoir un degré de finesse, effectivement, qui forcément est foisonnant, donc où il va y avoir des contraires, des paradoxes qui vont s'exprimer, et d'essayer d'avoir aussi un niveau d'abstraction qui nous permet d'avoir une vision commune avec peut-être un certain nombre d'invariants et qui vont justement être les points assez intéressants qu'on va pouvoir pousser et propager. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a fait l'exercice et le travail au niveau du conseil d'administration des fameuses convictions. C'est quelque part déjà pour faire un stress test entre nous et se dire est-ce qu'on est capable de dégager des éléments forts qui nous sont communs, et la réponse est oui. Mais en même temps, en les disant, ces éléments de conviction à vous tous et en démarrant cette démarche, c'est aussi une manière de, j'ai envie de dire, sélectionner. C'est-à-dire que ceux qui ne se retrouveraient pas dans ces convictions-là, et il peut y en avoir d'autres, hein, bah voilà, c'est pas forcément qu'on arrive à converger. En revanche, et c'est très large, hein, ceux qui se retrouvent dans ces convictions-là, on se dit que voilà, il y a quand même de bonnes chances qu'on arrive à écrire une vision commune. Et de fait, je pense que ces convictions que cite Stéphanie, elles montrent bien que au-delà de business très variés, quand on parle de supply chain, on parle à la fois souvent des mêmes objectifs, des mêmes challenges à équilibrer les triangles, des mêmes leviers. Et on a réussi à rassembler la campagne de Stéphanie avec mes pneus en caoutchouc. Finalement, c'est qu'il y a un fort socle commun, et je dirais que c'est ce qui fait notre passion à la SLOG, c'est de confronter nos visions et d'en dégager les éléments communs. Valérie? Oui, je suis là. J'ai pas mal de commentaires, donc excusez-moi, j'ai du mal à suivre. Quelle forme pour le résultat obtenu par ce travail collectif? Ouais, ça, c'est une vraie bonne question. Un dessin. Moi, je ne pense pas qu'on ait un dessin. Ouais. J'ai pas forcément complètement réfléchi. En tout cas, on n'a pas tout à fait échangé sur la forme finale. Je pense qu'il y a effectivement probablement des éléments un peu textuels, parce qu'il va falloir effectivement se caler sur nos convictions communes qu'on pourra arrêter à un moment ou à un autre, pour un certain nombre de pistes, et peut-être qu'il y aura des pistes de travail pour continuer à affiner, hein, puisque ça ne va pas s'arrêter fin août ou mi-septembre. C'est plutôt qu'on va continuer à creuser le sillon. Ceux qui sont familiers avec la SLOG, ceux qui ne le sont pas, auront qu'à aller voir. On produit énormément de choses, hein, des livres blancs, des livres sur l'automatisation. On a produit une étude RH récemment en partenariat avec Adrien Strugel. On va continuer à produire des choses. On a produit un recueil de toutes les formations disponibles en France en matière de supply chain. On va continuer ce travail, et je pense que là aussi, cette réflexion pourra donner lieu à des éléments de publication, pas de gros bouquins, hein, mais d'éléments de recueil assez pragmatiques qui permettront en fait soit d'alimenter la réflexion, soit de peut-être d'alimenter, qui sait, des normes, des labels, que sais-je encore. Oui, l'idée, c'est ce qu'on disait au début, c'est de travailler après sur des choses extrêmement pratiques pour servir les entreprises et servir notre pays aussi, au travers des labs qui existent à la SLOG et puis d'autres qui seront obligatoirement à créer. Oui, et pour dépasser les frontières, tu le mentionnais à l'instant, Valérie, on a aussi maintenant notre chapter à SLOG International, où on va commencer à effectivement planter des drapeaux à SLOG à droite et à gauche, pour continuer à échanger avec des sociétés françaises installées à l'étranger, et aussi des supply chain managers. Et bien sûr, invariablement, on se trouvera avec des supply chain managers qui seront
pas français nécessairement. Et on va pouvoir un peu continuer cette réflexion en dehors des frontières. Oui, et avec les associations de l'ELA aussi. Une dernière question, allons-nous avoir des éléments avant la réunion pour réfléchir en amont? Ah. Alors, à part ce qu'on vient de présenter qui est disponible, je pense pas. Je pense après là, c'est de fourbir nos armes, nos réflexions, nos expériences distantes, plus récentes, de manière à les apporter. On avait coutume de dire, hein, donc c'est Vincent Barral qui nous a dit ça de Louis Vuitton au mois de septembre dernier. Cette association ne vaut que parce qu'on y apporte. Et je pense que ce qu'on doit apporter dans les ateliers, c'est bien cette expérience, sans craindre de divulguer des secrets d'État. Il faut mieux pas les apporter dans ce cas-là. Mais si c'est des choses auxquelles on tient, et même dans un certain niveau de confidentialité, puisqu'en fait, au sein de cette assemblée, on a plutôt tendance à effectivement pas partager de sauce stratégique. De toute façon, c'est interdit d'aller échanger des choses qui pourraient perturber la concurrence, des choses auxquelles on doit être extrêmement vigilant. En revanche, apporter des choses vraies, des choses pas superficielles, ça me paraît quand même de bonne allure. Alors, une question sur est-ce que vous avez l'intention d'intégrer des universitaires sur le sujet dans vos ateliers? La réponse est oui, puisque la SLOC développe aussi des relations très étroites avec le milieu enseignant-chercheur, et nous en avons déjà chez nous. Si tu veux ajouter quelque chose, Stéphanie, Pierre-Martin, à ce sujet, Yann? Non, il y en a au conseil d'administration, en effet. Donc, voilà. Bien au contraire. Alors, à moins qu'il y ait une question que je n'ai pas vue, vous pouvez me la relancer si vous voulez. Et autrement, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions en cours. En tout cas, merci à vous tous pour toutes ces félicitations. C'est très encourageant pour la suite. Peut-être qu'un Fusio est avec nous ce soir, Audrey. Si tu veux peut-être rentrer un peu dans l'explication des ateliers. Oui, je ne sais pas s'il reste le temps, mais en tout cas, j'allais rajouter sur nous, pas de travail préparatoire, venez comme vous êtes. Vous avez forcément tout en tête, c'est les principes de l'intelligence collective. C'est avec l'ensemble de vos expériences, comme le disait Yann, qu'on pourra construire et qu'on pourra faire émerger beaucoup de contenu, ça j'en doute pas. Quand on voit le niveau de passion, d'engagement qu'on a eu et les conversations passionnantes qu'on a déjà eues, je me dis qu'avec tous ces ateliers, ça va être 1000 fois plus riche. Donc ça, c'est un premier point, pas de travail préparatoire. On va éviter aussi le travail intermédiaire d'une session à l'autre, peut-être, sauf pour une exception, le premier atelier, on vous demandera un petit exercice sur vous-même pour comprendre quelles sont vos valeurs à vous, mais on sera vigilant sur le fait qu'on sait que vous n'avez pas un temps infini à consacrer à ces ateliers, donc on est conscient de ça, on essaie de faire au mieux pour que ce soit à la fois efficace et en même temps viable. Donc ça, c'était un deuxième point. Et puis sur la méthode, on construit aussi au fil de l'eau, c'est assez itératif, on va voir ce qui sort des premiers ateliers, pour bien préparer le deuxième et ensuite bien préparer le troisième. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait, loin de là. Ça veut surtout dire qu'on va s'adapter à ce qui vient et ce qui ressort de vos convictions, de vos apports. Et c'est comme ça aussi qu'on sera au plus près d'une production de qualité. Pour le 10 septembre, alors la forme, effectivement, on parlera, est-ce que c'est un manifeste, est-ce que c'est autre chose? Ça ne sera pas une phrase, en tout cas. Ça sera bien plus que ça, très probablement. Et puis surtout, aller de la vision à l'action, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir une vision, mais au-delà du 10 septembre, c'est construire, identifier les leviers d'action pour réduire l'écart entre le présent et le futur. Parce que voilà, avoir une vision du futur, c'est bien, trouver des moyens pour l'atteindre, c'est encore mieux. Voilà, et qu'il soit souhaitable, durable, c'est encore plus important. On est aussi par des convictions qu'on partage avec vous à la SLOC chez Infusio, donc on est aussi aligné avec vous sur cette vision durable du futur. Audrey, est-ce que tu peux rappeler les dates, s'il te plaît? En fait, j'ai des questions. Effectivement, les dates sont sur le site de la SLOC, mais si on peut les rappeler là, à l'oral pour l'organisation. 10 juillet. Laetitia vient de remettre le slide. Donc, il y a un premier groupe de travail le 6 juillet, 17h30, 19h30. On a là aussi choisi des créneaux
début, fin de journée, pour vous libérer un maximum de temps, enfin, vous laisser un maximum de temps dans vos journées. 6 juillet, 17h30, 7 juillet, 17h30 à nouveau, 8 juillet, 8h et 10 juillet, 8h. Et ça, c'est les premières dates. Alors, on sait qu'elles sont très proches, mais encore une fois, on a cette échéance du 10 septembre qu'il faut qu'on tienne. Et puis celle du 25 août qui est immuable parce qu'à la fois, on a un intervenant extérieur et puis on vous rassemble tous sur la même session. Donc là, que vous ayez été dans le groupe 1, 2, 3 ou 4, peu importe, c'est une date commune pour tous. Et ensuite, celle après le 25 août, on vous proposera dès le premier atelier de la fixer ensemble en prenant en compte un maximum de vos disponibilités. Donc, à partir du moment où les groupes sont constitués pour la semaine prochaine, vous allez recevoir un email de 2 d'entre nous à chaque fois. Donc, on est une équipe de 4 femmes, Nathalie Novak, Hélène Verdier, Marie Berriot-O'Connell et Audrey Saget, donc moi-même. Et vous recevrez un email où on vous expliquera comment tout ça va se passer. Puis, on rentrera en contact avec vous parce qu'on va faire équipe sur un petit bout de chemin comme ça. Donc, autant qu'on fasse connaissance rapidement. Alors, j'ai une dernière question pour, pour Yann. À qui souhaitez-vous adresser cette vision, les pouvoirs publics, point d'interrogation? N'est-ce pas une démarche redondante avec France Logistique ou plutôt à conduire avec cette nouvelle structure? Alors, c'est sûr que les destinataires de cette vision et de ce manifeste sont, les supply chain managers, leurs entreprises et les pouvoirs publics, parce que c'est aussi notre vocation, non seulement d'être un lieu d'échange, mais c'est un peu court, c'est aussi d'être un lieu avec nos expériences pour faire des recommandations afin de rendre la supply chain plus compétitive. Voilà. Alors, maintenant, il est tout à fait pertinent, dans le cadre des organisations mises en place, de collaborer aussi avec France Logistique, qui porte bien son nom, puisque c'est très concentré sur la logistique. Donc, effectivement, nous, en tant que supply chain manager, on a une vision, je dirais, qui est à compléter par rapport à une vision, je dirais, logistique, donc qui est un peu plus vaste, comme j'ai pu le présenter au début. Et donc, il n'y a pas de redondance, à ma connaissance, il y a plutôt une complémentarité des vues, et en tout cas, en ce qui nous concerne, une volonté aussi d'ouverture et de collaboration. Alors, ce sera la dernière question. On est en train de... Attention. D'accord. Bon, ça nous va là. Je pense que moi, à 19h33, je pense qu'on avait dit que c'était jusqu'à 19h30. Voilà, je voudrais tous vous remercier d'avoir participé à cet échange. J'espère que la majorité, plus grand nombre, pourront participer en fonction de leur disponibilité et puis de la taille des groupes à ces échanges. Je pense que c'est important qu'il y ait de la continuité, c'est important qu'il y ait le bon niveau décisionnel et d'expérience par rapport aux échanges que l'on souhaite avoir. Et donc, je vous souhaite de bons échanges, un excellent été qu'on va avoir un peu studieux. Et puis, de toutes les façons, on se retrouvera au plus tard le 10 septembre pour cette prise de parole et un premier élément de conclusion par rapport à tous ces travaux. Voilà. Merci beaucoup et excellente soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir.